Si jamais vous me voyez dans d'autres tenues comme celle-ci, et bah comme l'autre, c'est tout à fait normal puisque j'ai dû refaire certaines parties de la vidéo, puisque je ne trouvais plus les vidéos en fait. Avant de commencer, je t'invite à prendre un crayon, ton carnet de réflexion avec quelques feuilles et surtout de quoi t'hydrater. Ce qu'on va aborder aujourd'hui est très dense, riche et marque un tout nouveau chapitre sur le thème du stress. Cette vidéo est un peu spéciale. Aujourd'hui, on ne va pas parler du stress en surface, on va vraiment plonger en profondeur. Le sujet est tellement vaste et important qu'il ne tiendra pas en une vidéo. Cette série va s'étendre sur plusieurs épisodes. Je ne sais pas encore combien exactement, mais mon objectif est que tu ressortes d'une compréhension complète, utile et surtout concrète. J'ai aussi créé 2 documents complets qui pourraient t'aider. Il contient le texte intégral de cette vidéo pour celles et ceux qui aiment relire à tête reposée, ou un résumé simplifié si tu préfères passer à l'essentiel ou revoir les points clés. L'objectif, c'est de te faciliter la vie, t'éviter de devoir faire des pauses toutes les 2 minutes pour prendre note. Tu pourras te concentrer pleinement sur l'écoute et revenir sur le contenu quand tu veux, à ton rythme ou à rajouter des notes en plus pendant la lecture de la vidéo. Si jamais, si le document il n'est pas encore mis en description, pas de panique, je l'annoncerai dès qu'il sera prêt sur mon Instagram. Donc si tu veux être tenu au courant, je t'invite à me rejoindre là-bas et à me suivre si ton cœur t'en dit. Cette série est née suite à une discussion avec ma meilleure amie sur le stress. En me lançant dans ce projet, j'ai vite constaté qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre sur ce sujet, des aspects qu'il fallait éclaircir. J'ai donc décidé de demander autour de moi, notamment sur Instagram et sur d'autres plateformes, ainsi qu'à des proches qui ont accepté de partager avec moi leur vécu du stress, leurs émotions, leurs difficultés et leur définition du stress. Je les remercie sincèrement pour leur confiance. Ce sont leurs mots, leurs histoires qui ont nourri ce contenu, ajouté de la valeur et de l'authenticité à ce projet. Dans cette première vidéo, il n'y aura pas d'exemples concrets, ils arriveront dans les prochains épisodes. Ne t'en fais pas. Aujourd'hui, on va poser les fondations, comprendre les bases psychologiques et biologiques du stress pour que tu saches ce qui se passe réellement en toi. Et si toi aussi tu souhaites contribuer, il m'arrive de temps en temps de poser des questions, des sondages ou de lancer des petites réflexions sur mon Instagram. Ce n'est pas régulier, je préfère être franc avec toi, mais quand je le fais, c'est vraiment pour enrichir les prochaines vidéos avec vos regards, vos ressentis et vos vécus. Vos retours m'aident à rajouter de la profondeur, de la nuance et différentes perspectives au contenu que je crée. Donc si tu as envie de participer à ta manière, je t'invite à me rejoindre là-bas. Même si ce n'est pas fréquent, chaque partage compte. Dernier mot avant qu'on commence, c'est un nouveau format pour moi. Plus long, plus profond et plus structuré. Enfin, je l'espère. Alors n'hésite pas du tout à me refaire un retour. Que ça soit sur le fond, la durée ou le rythme, ou même le montage de la vidéo, si elle est plus agréable ou non. Surtout si tu la regardes. Ce sujet est tellement vaste que certaines vidéos auront plusieurs chapitres ou seront divisées en thèmes spécifiques. Je mettrai toujours de toute façon les détails en description, car je ne pourrai pas tout résumer dans le titre. Et pour t'aider à t'y retrouver plus facilement, j'ai aussi créé une playlist dédiée avec toutes les vidéos liées à ce thème. Tu la trouveras également en description. Tes retours m'aideront à savoir si je continue dans cette direction ou si je dois ajuster certaines choses pour les prochaines vidéos. Et cela me permettra également de te proposer du contenu toujours plus utile et qualitatif. Alors, juste pour te prévenir, il se peut que je me répète d'une vidéo à l'autre. Comme c'est une série qui se suit, il y a forcément des liens entre ces épisodes. Parfois, je reprends une notion pour la développer, ou je réexplique un truc déjà dit. Soit pour bien l'ancrer, soit parce que franchement, j'ai oublié que je l'avais déjà dit dans un épisode précédent. Mais dans tous les cas, ça fait partie du process. Et j'espère que ça rendra plus clair et plus cohérent pour toi. Donc, installe-toi confortablement. On est parti pour comprendre le stress ensemble, ce qu'il est réellement et pas un ennemi, mais une alarme intérieure qu'on peut apprendre à écouter. Commençons par poser des bases essentielles. Le stress est un mécanisme complètement naturel, ancré en nous depuis des millions d'années. Il n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous protéger.
C'est une réponse d'adaptation du corps et de l'esprit à une demande perçue comme importante, nouvelle, menaçante ou incertaine. Il nous met en alerte, nous prépare et nous pousse à agir, ou à une exigence, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Le stress, c'est l'ensemble d'une réaction physique, mentale et émotionnelle déclenchée lorsqu'un individu perçoit qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour répondre à une situation donnée. C'est une fonction de survie, pas une faiblesse. Il s'agit d'un système d'alerte ancestral qui a permis à nos ancêtres à fuir les dangers, comme les prédateurs, et qui aujourd'hui s'active dans des contextes très différents. Examen, entretien, prise de parole, conflit, rupture, et j'en passe. Mais le stress n'est ni bon ni mauvais par essence. Il devient utile ou nocif selon son intensité, sa durée et son interprétation subjective. Le stress, c'est comme une alarme incendie. Si un feu se déclenche, elle vous réveille pour vous sauver. Le problème n'est pas l'alarme, mais sa durée ou sa fréquence. Si elle sonne tout le temps sans feu, elle finit par vous épuiser. Il est universel, biologique et nécessaire à la survie. Il ne s'agit pas toujours d'un mal, il peut être positif et à la fois négatif, selon comment on le vit dans certains contextes, et avec quelles ressources émotionnelles on y fait face. Et je vais vous parler de tout ça aujourd'hui et les prochaines vidéos. Lorsque nous faisons face à un danger ou à une forte pression, comme un examen, un conflit ou à une prise de décision difficile, le cerveau active une alarme interne via hypothalamus hypophyso-surrénalien, axe HHS. Voici ce qui se passe étape par étape. L'amygdale joue un rôle d'un détecteur d'alerte émotionnelle. Elle repère un danger ou une menace, qu'elle soit réelle ou supposée, et envoie un signal à l'hypothalamus, le centre de commande, qui active le système nerveux sympathique qui prépare le corps en alerte. Elle libère ensuite une hormone appelée CRH, corticotropine releasing hormone, hormone de libération de la corticotropine. Elle sert à stimuler l'hypophyse pour libérer de l'ACTH, qui activera ensuite les glandes surrénales. En d'autres termes, c'est une sorte de messager chimique. Un messager qui passe d'un point A à un point B, et obligatoire pour atteindre le cortisol. Suite à la stimulation de l'hypophyse provoquée par la CRH, qui se situe sous l'hypothalamus, va libérer à son tour l'hormone ACTH, qui est l'adrénocorticotrophine. Un autre que le cerveau a une autre partie du corps, qui va donner les instructions aux glandes surrénales, qui se situent au-dessus des reins. En gros, pour différencier le CRH et l'ACTH, ce sont deux messagers fabriqués dans deux parties du cerveau. Le CRH est produit par l'hypothalamus et l'ACTH est produit par l'hypophyse. La différence, c'est l'endroit où ils envoient le message. Le CRH, produit dans le cerveau, envoie un message à l'hypophyse, qui est aussi une partie du cerveau. C'est donc une communication interne. Alors que l'ACTH, lui aussi produit par le cerveau, sort du cerveau pour envoyer un message à une autre partie du corps, en passant par le sang jusqu'aux glandes surrénales, situées au-dessus des reins. C'est donc une communication externe. Reprenons. Après que l'ACTH envoie un signal aux glandes surrénales, situées au-dessus des reins, vont libérer à son tour plusieurs hormones. Les glandes surrénales, ce sont deux petites glandes, une au-dessus de chaque rein, d'où le nom surrénal qui veut dire sur les reins. Elles sont très importantes car elles produisent plusieurs hormones. Elles aident le corps à réagir au stress, par exemple en produisant du cortisol, garder l'énergie, en gros ton métabolisme, en régulant les graisses et les sucres dans ton corps, contrôler la tension artérielle, maintenir l'équilibre des sels et l'eau dans le corps, produire des hormones sexuelles en petite quantité pour le développement sexuel, surtout chez l'enfant. Les glandes surrénales sont divisées en deux parties, qui fabriquent différents types d'hormones. La partie externe, le cortex surrénalien, il produit le cortisol, une hormone du stress qui aide à libérer de l'énergie, réguler la pression artérielle et calmer l'inflammation. Il produit également l'aldostérone, une hormone qui contrôle la quantité de sodium, le sel, et d'eau dans le corps, ce qui aide également à la pression artérielle. Il produit aussi un peu d'hormones sexuelles, comme les androgènes qui participent au développement du corps, surtout chez l'enfant.
la partie interne qui est la médulosurrénale. Elle produit 2 hormones, l'adrénaline et la noradrénaline. Ce sont 2 hormones qui aident le corps à réagir très vite en cas de danger. Elles accélèrent le cœur, ouvrent les bronches pour mieux respirer et préparent les muscles à l'action. C'est ce qu'on appelle la réaction fight or flight, en français combat ou fuite. Ces glandes libèrent 3 hormones clés pour la gestion du stress que je vais aborder dans ces épisodes. L'adrénaline pour une réponse immédiate, réaction rapide du corps. Le cortisol pour une réponse prolongée, effet plus lent mais plus durable. Et la noradrénaline pour préparer le corps à l'action et maintenir l'état de vigilance, qui est un état d'alerte du cerveau et du corps. Les 3 hormones sont plus ou moins impliquées selon les situations. Parfois l'un joue un rôle dominant, parfois c'est juste une combinaison des 3. Il en existe d'autres aussi, et pour bien comprendre la base du stress et son impact sur le corps, je vais me contenter seulement sur ces 3-là. Qu'elles soient déjà connues ou moins familières, afin de vous donner une base solide pour comprendre notre corps face au stress. Libérée en quelques secondes, elle déclenche une réaction immédiate face à un danger ou à un défi. Elle prépare le corps à réagir vite, fuir, se combattre ou réagir de manière efficace. Tout s'accélère pour mobiliser un maximum d'énergie en un minimum de temps. Elle provoque une accélération du rythme cardiaque, respiration plus rapide, pupilles dilatées pour mieux voir, et mobilisation de l'énergie dans les muscles. L'adrénaline, c'est le bouton turbo du corps, comme une voiture de course qui active son boost pour foncer. Elle vous propulse à pleine vitesse dès que le cerveau détecte un danger. Ou si tu préfères, c'est le bouton rouge en cas d'urgence. Quand on l'appuie dessus, le corps passe en mode survie. Libéré en quelques minutes, il aide le corps à tenir dans la durée face au stress. Il mobilise les réserves d'énergie, maintient l'état d'alerte et aide à gérer l'inflammation. Il joue aussi un rôle dans la mémoire pour que le cerveau retienne les situations stressantes et apprenne à s'en protéger à l'avenir. Du coup, il provoque une libération de glucose dans le sang pour l'énergie, maintien de la tension artérielle, réduction des inflammations et renforcement temporaire de l'action. Si l'adrénaline est un sprint, le cortisol est un marathon. Il garde le corps en alerte plus longtemps, mais si la course dure trop, il épuise le moteur. Libérée rapidement, elle agit comme une préparation physique et mentale à l'action. Elle rend le corps plus vigilant, plus concentré et prêt à réagir efficacement. Elle joue aussi un rôle important de la régulation à la tension artérielle et dans l'attention. Elle provoque une hausse de la tension artérielle, augmentation de la vigilance, amélioration de la concentration et à une préparation des muscles à l'effort. La noradrénaline, c'est le radar du corps. Elle garde les yeux grands ouverts et l'esprit en alerte, comme un veilleur de nuit qui scanne en permanence pour anticiper la moindre alerte. Le stress fait partie intégrante de notre fonctionnement biologique, mais tout dépend de sa fréquence, de son intensité et de notre capacité à y répondre. Il existe 2 grandes formes de stress. Le stress aigu, ponctuel, généralement déclenché par un événement identifiable et généralement utile. Le second, c'est le stress chronique, qui s'installe dans la durée, devient épuisant et délétère. Le stress aigu est une réaction immédiate et naturelle du corps face à une situation perçue comme importante ou menaçante. Il prépare l'organisme à répondre rapidement, combat, fuite, concentration, etc., à l'action ciblée. Une fois la situation passée, il redescend. Ce mécanisme se déclenche généralement face à un événement précis, identifiable et temporaire. Par exemple, tu as un examen, un match, un rendez-vous important, une prise de parole ou encore une urgence. Il peut être bénéfique à court terme. Il augmente la vigilance, stimule les réflexes, améliore les performances et favorise les réactions rapides grâce à un cocktail hormonal. L'adrénaline pour l'action rapide, la noradrénaline pour maintenir la concentration et l'état d'alerte, et pour finir le cortisol pour tenir l'effort dans le temps. À noter que d'autres hormones et neuromédiateurs interviennent aussi.
le corps humain est complexe et cette réponse au stress fait appel à un système coordonné bien plus vaste que ces trois éléments. Mais ce style de stress peut prendre deux formes, selon son intensité, la perception de la situation et nos ressources disponibles à les gérer. Il y a donc le eustress, qui est le bon stress, et le distress, le stress qui déborde, qui est en d'autres termes le mauvais stress. Ce stress est stimulant. Il met le corps en alerte sans le dépasser, permettant de se mobiliser efficacement. Ce qu'il permet, c'est amélioration de la mémoire à court terme, grâce à l'activation de l'hippocampe, zone du cerveau liée à l'apprentissage, booste temporairement du système immunitaire, aidant le corps à mieux se défendre lors d'un effort ou d'un choc émotionnel. Meilleure concentration, rapidité d'action, sensation de motivation ou d'excitation motivée. C'est un stress d'adaptation. Le cerveau reçoit un message clair. Prépare-toi, quelque chose d'important arrive. Lorsque le stress aigu devient trop intense, il peut désorganiser notre capacité mentale, au lieu de les améliorer. C'est toujours un stress ponctuel, mais mal vécu, car il dépasse notre seuil de tolérance. Symptômes fréquents, troubles de mémoire soudains, par exemple un oubli total lors d'un examen, paralysie mentale, confusion, sensation de blocage, ou encore une perte de contrôle ou un comportement impulsif. Pourquoi cela arrive? L'activation du cerveau est trop forte. Trop d'adrénaline, trop de cortisol. L'amygdale, qui est la gestion des émotions, prend le dessus sur l'hippocampe, quant à lui qui s'occupe de la mémoire et du raisonnement. Du coup, le cerveau perçoit l'enjeu comme menaçant au lieu de stimulant. Ce n'est donc pas un autre type de stress, mais une forme extrême du stress aigu, qui devient contre-productif. Quand bascule-t-on du bon au mauvais stress aigu? Le passage du bon stress aigu eustress au mauvais stress aigu distress se produit lorsque la pression devient trop forte par rapport à ce que nous sommes capables de gérer. Trois grands facteurs influencent cette bascule. L'intensité du stress, notre perception de la situation et les ressources dont nous disposons au moment où il survient. L'intensité du stress. Lorsque le stress est modéré, il stimule l'organisme, améliore la concentration et nous rend plus efficaces. Il reste alors positif. En revanche, lorsque l'intensité du stress est trop élevée, elle dépasse notre seuil de tolérance. Le corps et l'esprit est alors submergé, ce qui peut entraîner un blocage mental, une perte de contrôle ou des réactions inadaptées. En gros, le stress modéré va pousser à une simulation et d'une certaine efficacité qui est un eustress, alors que le stress trop intense va encourager un débordement, un blocage qui est un distress. Par exemple, un léger trac avant un oral peut améliorer la performance. Mais si la pression devient écrasante, trop de pression, plus peur du jugement, etc., elle peut provoquer des trous de mémoire ou une incapacité à s'exprimer. Ton cerveau se fige, tu bafouilles ou tu oublies tout, ou encore pleurer ou partir sans rien dire. Je vais vous afficher la courbe de Yerkes et Dunson qui illustre très bien le niveau du stress et la performance au travail. Et de toute façon, je vous mettrai le lien où est-ce que j'ai trouvé l'illustration et bien sûr, il est également dans le document. Ne vous en faites pas. Maintenant, nous allons partir du deuxième point qui est la perception de la situation. Ce n'est pas uniquement la situation elle-même qui déclenche un stress négatif, mais surtout la manière dont on l'aperçoit. Si l'on voit la situation comme un défi à relever, le stress reste mobilisateur. Mais si l'on perçoit la même situation comme une menace insurmontable, le stress devient paralysant. Donc ce n'est pas la situation elle-même qui est stressante, mais ta manière de l'interpréter. Par exemple, penser que c'est difficile mais je peux y arriver permet de rester dans une dynamique constructive. À l'inverse, se dire je vais échouer, je ne suis pas à la hauteur peut suffire à déclencher un stress néfaste. Le cerveau fait la différence entre un défi stimulant et une menace angoissante. Et cette perception influence fortement ta réponse au stress. Et en troisième, c'est les ressources disponibles, internes et environnementales.
La manière dont nous vivons nos stress aigus dépend fortement de notre ressource interne et de notre état général, physique et mental, mais aussi de notre environnement immédiat. Lorsque nous disposons des compétences solides, d'une bonne préparation, d'un sommeil réparateur, d'une alimentation équilibrée, d'une activité physique régulière, de temps pour des loisirs ou des hobbies personnels, d'une confiance en soi suffisante et que nous bénéficions d'un soutien extérieur. Notre organisme est mieux armé pour faire face à la pression. Donc, le stress aigu reste alors sous contrôle, stimulant et utile. Il nous aide à nous mobiliser efficacement sans nous désorganiser. En revanche, si nous sommes fatigués, mal préparés, affaiblis émotionnellement, envahis par le doute ou isolés, notre seuil de tolérance diminue. Même une situation relativement simple peut alors générer une réaction excessive et faire basculer vers un stress désorganisant. Il en va de même pour l'environnement. Un cadre sécurisant, calme, prévisible et bienveillant, encadrement rassurant, lieu familier, les relations sociales saines et tout genre, favorise une réponse au stress mieux maîtrisée. À l'inverse, un contexte bruyant, instable, hostile ou jugeant, pression sociale, critique, attentes démesurées ou encore des imprévus, peut amplifier le stress. Et nos ressources internes peuvent rapidement s'épuiser, même si la situation est objectivement peu menaçante. Par exemple, imagine que tu dois prendre la parole devant un groupe, un oral, une réunion ou une présentation importante. Si tu as bien préparé ton contenu, répété à l'avance, bien dormi, et que tu te sens soutenu par ton entourage, ton stress va t'aider. Ton cœur bat un peu plus vite, tu es concentré, vigilant et prêt à te dépasser. C'est un bon stress. En revanche, si tu arrives en ayant peu dormi, sans réelle préparation, déjà fatigué ou envahi de doutes, ce même événement peut devenir une épreuve. Ton esprit se brouille, tu oublies tes mots, tu paniques ou tu veux fuir. Alors ce stress aigu devient paralysant. Mais l'environnement compte aussi. Le cadre scolaire peut amplifier le stress. Parler devant toute la classe, sous le regard des professeurs ou dans un cadre d'évaluation, peut te bloquer. Alors que dans un autre contexte, comme animer un groupe, jouer au théâtre, intervenir lors d'un atelier ou prendre la parole en conférence, tu te sens parfaitement à l'aise. Ce n'est donc pas juste la prise de parole, mais le cadre et l'enjeu qui font la différence. Contrairement au stress aigu, ponctuel et souvent bénéfique, le stress chronique, stress permanent ou mal géré, s'installe dans la durée et il ne s'arrête jamais vraiment. Il s'accumule lentement, souvent sans qu'on s'en rende compte, et devient un bruit de fond permanent dans notre quotidien. Ce bruit de fond ne se limite pas à une simple sensation mentale. Au niveau cérébral, des zones comme l'amygdale, responsable de la peur et des émotions, et l'hypothalamus, qui est l'orchestre du système hormonal, restent tous les deux en état d'alerte permanent. Cette activation stimule sans arrêt l'organisme, comme si le corps était constamment prêt à faire face à un danger, même quand il n'y en a pas réellement. Parfois, on ne le remarque même plus, jusqu'à ce que le corps ou l'esprit finisse par lâcher. Il épuise progressivement et devient toxique. Il use le cerveau, dérègle le sommeil, il affaiblit le système immunitaire, il favorise les maladies cardiovasculaires, il peut accélérer le vieillissement cellulaire et à la longue, il devient pathologique. Il peut mener à des troubles graves comme l'anxiété généralisée, le burn-out ou même encore la dépression. Je vais vous faire deux petites métaphores qui est le feu et la fumée. Et la deuxième, c'est le téléphone en mode lampe torche. Le stress, c'est comme un feu de bois. Bien géré, il réchauffe, il mobilise et il peut même te faire avancer. Mais quand il n'est plus contrôlé, il devient comme de la fumée qui envahit la maison. Même quand le feu est éteint, tu suffoques. C'est là que l'anxiété s'installe. Tu n'arrives plus à respirer, à penser pleinement et chaque petite chose devient une menace. C'est comme si tu laissais ton téléphone allumé en mode lampe torche toute la journée. Il chauffe, la batterie fond à vue d'œil, et un jour, il finit par s'éteindre sans prévenir. Le stress chronique, c'est cette énergie qui s'épuise petit à petit, jusqu'à la panne totale, même si tu ne t'en rends pas compte. Ces deux termes sont utilisés de manière interchangeable, mais ils sont fondamentalement différents.
Pour bien faire la distinction entre le stress et l'anxiété, voici un tableau comparatif simple. Il sera bien évidemment mis dans le document. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress n'a pas une seule origine. Il peut venir de plusieurs sources, souvent entremêlées. Comprendre ces diversités, c'est déjà commencer à mieux l'apprivoiser. Voici les grandes catégories auxquelles on va aborder. Le stress émotionnel, lié à nos ressentis profonds, nos blessures, nos émotions et nos croyances intérieures. Ensuite, il y a le stress social, influencé par les regards des autres, les jugements, les attentes familiales ou culturelles. Il y a le stress physique, déclenché par la fatigue, la faim, la douleur, le manque de sommeil ou encore le sport. Le stress contextuel provoqué par un environnement précis, école, travail, relations, ambiance tendue ou environnement bruyant. Le stress interne lié aux exigences envers soi-même, peur de l'échec, perfectionniste ou encore le besoin de tout contrôler. Et pour finir, le stress sublimé, qui est un stress canalisé qui devient un moteur, source d'énergie et levier de transformation. Et bien sûr, tout cela peut se mélanger. Tu peux vivre un stress physique qui enclenche une angoisse émotionnelle, amplifiée par la peur du jugement des autres. C'est là toute la complexité du stress. Il est rarement isolé. Le stress est souvent un mélange subtil de causes internes et externes. Pourquoi cette partie est fondamentale? Avant même de plonger dans des exemples concrets ou des stratégies de gestion, il est crucial de bien comprendre ce qu'est le stress. Si on ne comprend pas le mécanisme de base, on risque de le subir, souvent en silence, de le rejeter ou de l'interprétation à tort comme un signe de faiblesse. Le stress n'est pas un défaut, c'est un signal. Et tout l'art consiste à interpréter ce signal intelligemment, au lieu de l'étouffer ou de le fuir. Pourquoi ce contenu va plus loin? Parce que comprendre le stress n'est pas juste savoir que je suis stressée. C'est comprendre comment ton cerveau, ton corps et ton vécu personnel réagissent. C'est faire le lien entre comprendre comment ton cerveau et ton corps réagissent, identifier ce que tu ressens, décoder ce que ton vécu t'a appris à craindre, éviter ou anticiper. Tu ne réagis pas comme les autres et c'est normal. Tu n'as pas les mêmes réactions que ton voisin, car ton histoire t'a sculpté une certaine forme de stress. Et c'est en comprenant cette mécanique intime que tu pourras ensuite apprendre à mieux gérer de façon adaptée à toi. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le stress n'est pas mauvais en soi. Il est essentiel à la survie et à la performance. Ce qui peut devenir dangereux, c'est l'intensité, la durée et l'émotion qui l'accompagne. Pour l'apprivoiser, il faut comprendre les mécanismes biologiques, les déclencheurs émotionnels et les dynamiques internes que chacun porte, mais surtout de toi. Car c'est à partir de cette compréhension que tu pourras mettre en place des stratégies efficaces, durables et vraiment personnalisées. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur le sujet du stress. Comme c'est un tout nouveau format, je le répète, j'aimerais quand même avoir ton propre avis sur ça, si la vidéo elle était plutôt divertissante ou facile à la lire. Et sur ce, on se dit à la prochaine, à la suite de cet épisode. Bisous et prenez soin de vous.